Dans cette leçon 3, je voudrais continuer ce cours de philosophie du vivant en abordant la question des 3 degrés de vie. Et pour cela, je voudrais d'abord rappeler une petite légende. On dit habituellement de la philosophie thomiste, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin, et d'Aristote qu'ils sont dualistes. Ça veut dire qu'ils distinguent l'âme et le corps. Eh bien, c'est tout à fait injustifié. La philosophie dualiste, ce n'est pas celle d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, c'est donc pas celle que l'Église catholique a fait sienne au Moyen-Âge, c'est plutôt la philosophie de Platon. Pour Platon, l'âme existait avant, l'âme humaine existait avant dans l'autre monde, mais aussi l'âme animale, et suite à une sorte de péché originel, elle aurait été condamnée à venir sur terre et à habiter un corps de mort, une sorte de véhicule très lourd à porter, le temps d'y acquérir un peu d'humilité, avant de retourner à ce qu'elle est naturellement, ça veut dire de redevenir une âme séparée dans l'autre monde après la mort. Eh bien, cette philosophie-là, l'Église catholique ne l'a pas du tout fait sienne. Ce qu'elle a plutôt fait sienne, c'est la façon dont saint Thomas d'Aquin a repris l'analyse d'Aristote qui fonctionne en la distinction entre l'âme et les 3 degrés de vie. Donc voilà comment les choses se passent. Lorsqu'on regarde un être humain, on constate qu'il y a en lui 3 degrés de vie. Ces 3 degrés de vie peuvent être distingués parce qu'on les voit dans la nature de manière séparée. On peut dire d'ailleurs que l'être humain est comme un microcosme qui contient en lui toutes les formes de vie qui ont préexisté avant lui. Le premier degré de vie, c'est ce qu'on appelle la vie végétative. Elle fait partie de notre être. Et elle possède toutes les qualités et les facultés vitales des plantes, mais aussi des unicellulaires qui ont existé avant les plantes. D'ailleurs, quand un homme est conçu, au point de départ, dans son embryogénèse, pendant quelques semaines, sa vie est exclusivement végétative. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de système nerveux développé. L'ovule fécondé se développe exactement comme le ferait, un unicellulaire. Ça veut dire qu'il se divise, sauf que au lieu de se séparer de la cellule qu'il a fabriquée, on peut dire par division cellulaire, il la garde avec lui, il grossit et chaque cellule va très vite se spécialiser. Cependant, les facultés du départ ne sont pas conscientes. Ce sont des facultés qu'on retrouve dans les vivants végétaux. Et si on analyse l'être humain dans ses premières cellules, on constate qu'il exerce plusieurs facultés vitales qui sont communes aux plantes. La première, indispensable, c'est la respiration, nutrition cellulaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de la nourriture qui arrive, qui compense les pertes de ce tout petit vivant qui vient d'être fécondé, eh bien il meurt. Il a besoin d'énergie, et cette énergie, elle est amenée par le liquide dans lequel il baigne, ou peut-être par les réserves qui étaient dans l'ovule au point de départ. La deuxième faculté, c'est la division cellulaire. Si jamais il y a une erreur génétique sur cette faculté fondamentale qui va permettre au petit embryon fécondé de grandir, eh bien, il y a un avortement spontané. La femme ne se rendra même pas compte qu'elle était enceinte. Donc il y a bien, fondamentalement, dans l'être humain, une vie végétative, commune avec les plantes, et qui va s'épanouir, qui ne va pas en rester à celle d'une simple amibe, mais qui va vraiment se développer comme une plante. Les plantes, en plus des 2 facultés que j'ai indiquées, elles possèdent une faculté de croissance. Ça veut dire qu'elles grandissent, elles multiplient leurs organes, mais elles grandissent jusqu'à un certain niveau et avec un certain rythme qui est programmé. Cette croissance chez les plantes est inconsciente. Eh bien, l'enfant humain grandit jusqu'à la fin de son adolescence.
Et sa croissance est programmée génétiquement pour ne pas monter jusqu'au ciel, mais pour atteindre une taille d'adulte, et puis après il ne va plus grandir. Seulement, un enfant devenu adulte, est-ce qu'il n'exerce plus de vie végétative? Mais bien sûr que si. Toutes ses facultés végétatives sont là, en plein exercice. Nutrition cellulaire à chaque instant, exactement comme le ferait une plante. Le sang amène la nourriture à chaque cellule, et si jamais une partie du corps est oubliée, cette partie meurt, et peut même parfois faire mourir tout le corps, c'est ce qu'on appelle la gangrène. Division cellulaire, donc pareil, visible chez les plantes. Les cellules se multiplient, selon un rythme qui est programmé, et qui va se diminuer avec la vieillesse. Ce qui veut dire que la mort biologique est programmée, exactement comme chez les plantes. Il n'y a aucun vivant immortel. Troisième faculté végétale, outre la croissance, mais qui est terminée quand on est adulte, la défense contre les attaques, les virus, les bactéries. Ça veut dire que la vie végétale, inconsciemment, on n'a pas besoin de la commander pour cela, se défend contre toutes les attaques qui nous entourent. Et l'ADN contient une quantité énorme de gènes codants qui prévoient les attaques possibles. Si par hasard il arrivait un jour une bactérie qui soit plus forte que ses défenses immunitaires, eh bien l'humanité disparaîtrait, tout simplement. Donc il faut se rassurer parce que les défenses immunitaires se sont préparées et ont été préparées pendant des milliards d'années avant que la vie ne devienne celle des plantes. Les bactéries, entre elles, n'ont cessé de fortifier leur code de protection et on peut imaginer que lorsqu'on analysera l'ADN humain, on verra que des choses de cette époque-là ont été gardées en lui. Ce qui caractérise ce premier degré de vie, dont je viens de décrire à peu près toutes les facultés vitales, eh bien c'est qu'elle est chimique, ce degré de vie s'exerce de manière chimique, ça veut dire qu'il est porté par des jeux de molécules qui communiquent entre elles. Et que d'autre part, cette vie est inconsciente. Ça veut dire que, étant présente chez les plantes, chez nous aussi, elle est inconsciente. Actuellement, nous fabriquons tous des gamètes. Les femmes, les ovules mûrissent si elles sont en âge de reproduction. Les hommes, ce sont des spermatozoïdes. Et la chose se fait inconsciemment. Cette faculté vitale, la reproduction, dans son aspect inconscient, est végétative. C'est une faculté que je n'avais pas citée juste avant et qu'il faut évidemment ajouter. Si un homme est atteint par une maladie ou une blessure qui supprime la partie du cerveau qui est consciente et qui permet en lui la vie sensible, eh bien on dit qu'il devient un légume. Ça veut dire qu'il est allongé sur un lit et que seule sa vie végétative fonctionne. Un ami m'avait raconté que son grand-père avait été blessé d'une balle à la tête pendant la guerre 14 et n'était mort qu'en 1983. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années-là, il était resté comme une plante, absolument inconscient, et son corps était nourri, sans doute par une sonde gastrique ou quelque chose comme ça. Eh bien ça fonctionnait, mais il n'y avait aucune conscience. Eh bien ça montre bien que le premier degré de vie, c'est la vie végétative. Alors Aristote, toujours dans son réalisme, observait qu'on ne pouvait pas réduire l'homme à ce seul degré de vie. Il y avait un deuxième degré de vie qui n'était pas propre à l'homme, qu'on trouvait chez les animaux, et qu'il avait appelé le degré de la vie sensitive, ou vie psychologique actuellement, on dirait. Ce qui caractérise la vie sensitive par rapport à la vie végétative, c'est qu'elle est consciente, comme je le disais, une conscience sensible. Ce n'est pas du tout une conscience spirituelle, il ne faut pas confondre. Quand je dis conscience sensible, ça veut dire qu'il y a des sensations. Et que le petit animal primitif se rend bien compte qu'il ressent des choses. Du coup, il réagit. Comme il y a des sensations, il y a obligatoirement des passions. Alors chez un animal inférieur comme le lombric, ces passions s'appellent les facultés du désir,
autrement dit en latin du concupiscible. Ça veut dire qu'un ver de terre, il peut désirer se cacher dans la terre, désirer manger de la terre, il éprouve peut-être un petit plaisir à être dans son milieu vital, et ça ne va pas plus loin. Mais on ne verra jamais un ver de terre éprouver de la colère. Parce que les facultés de passionnel, qu'on appelle les facultés de la colère, en latin l'irascible, et qui sont au nombre de 5 passions, espoir, désespoir, audace, crainte, colère, toutes mélangées avec leurs noms plus ou moins nuancés, eh bien ces facultés-là ne sont présentes que chez des animaux d'un type supérieur. Une abeille peut se mettre en colère, mais c'est une colère réflexe. Il suffit qu'il y ait une phéromone particulière et les abeilles suivent la phéromone et se mettent en colère. Il n'y a pas de liberté. Alors qu'un chien, sans avoir une liberté comme nous, une liberté spirituelle, peut très bien, pour mieux se nourrir, ou pour mieux se reproduire, ou pour mieux défendre sa meute, choisir le moment où il se met en colère et où il attaque. Donc il a déjà une certaine liberté sensible, mais qui ne va pas jusqu'à une liberté spirituelle. On ne verra jamais un chien choisir quelque chose qui est au-delà de ses instincts. Par exemple, décider de devenir moine. Ça n'existe pas. Ce deuxième degré de vie, les facultés y sont nombreuses. La faculté fondamentale, c'est le sens du toucher, au point qu'il n'y a pas d'animal conscient, donc sensible, sans le sens du toucher. Imaginons qu'un être humain perde complètement le sens du toucher. Donc, non seulement sur le corps, par exemple, il serait paraplégique, mais aussi complètement dans le visage, la langue, etc. Tout disparaisse. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il serait sans doute complètement inconscient. Il serait dans l'état végétatif dont je parlais avant. À moins qu'on puisse imaginer qu'ayant perdu complètement le sens du toucher, il puisse garder à l'intérieur la conscience. Il pense, il vit dans sa prison mentale. Donc peut-être est-ce possible. En tout cas, le cas serait tout à fait particulier. A priori, il y a toujours quelque part un sens du toucher. La tétraplégie fait disparaître le sens du toucher dans tout le corps, mais le garde sur la tête. Donc je ne connais pas de cas où le sens du toucher aurait disparu, y compris sur le front, etc., sur les yeux, partout. Mais enfin, admettons. Les animaux primitifs n'ont que le sens du toucher, et évidemment, il s'est développé chez les animaux supérieurs des dizaines d'autres sens, pas seulement comme chez nous les 5 sens. Il y a des sens tout à fait différents que nous ne pouvons pas expérimenter. Par exemple, on sait que les ondes qui permettent la vue sont dans des longueurs d'onde très très étroites. Nous voyons du violet, en gros, au rouge. Eh bien, on sait que certains animaux voient dans l'infrarouge, d'autres dans l'ultraviolet. Leur spectre est décalé. Cependant, on sait aussi que les ondes radio sont très larges par rapport à la lumière. Ça va des micro-ondes aux ondes gamma. Eh bien, il semblerait que certains animaux ont des sensations dans ce domaine d'ondes. Et nous ne les avons pas du tout. Ça prouve bien qu'il existe des sens au-delà de ce que nous expérimentons et nous ne pouvons même pas deviner leur côté qualitatif. Qu'est-ce que ressent, par exemple, un requin quand il est conscient d'un champ électrique émis par un animal qui est caché à un endroit particulier? On ne sait pas. Quelle est la sensation particulière de la chauve-souris qui, avec son sonar, repère même un petit fil tendu sur son passage? Ce n'est pas une vision, c'est autre chose. On n'en a pas l'expérience, on n'en aura jamais l'expérience sur Terre, de même qu'un aveugle de naissance, on aurait beau lui décrire la lumière, il ne peut pas comprendre. En tout cas, nous, les êtres humains, nous avons les 5 sens avec leur objet particulier à chacun, qu'on appelle un sensible propre. Par exemple, le sens de la vue a comme sensible propre la lumière, la couleur. C'est quelque chose que l'oreille ne peut pas percevoir. L'oreille, son sensible propre, c'est le son, et on ne voit pas un son. Par contre,
il y a des sensibles communs à tous les sens. Exemple, un son. Je peux l'entendre, mais je peux toucher quelque chose, la vibration du haut-parleur. Donc là, on dira qu'on atteint par plusieurs sens une chose qui est émise par une seule cause, et on dira que c'est un sensible commun. Le toucher en lui-même n'entend pas. Le toucher touche la vibration. Donc la vibration est un sensible propre du toucher, le son est un sensible propre de l'ouïe. Nos 5 sens à nous sont adaptés à notre mode de vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très développés. Notre odorat, par exemple, est peut-être 100 fois, 1000 fois moins développé que celui d'un chien. Notre ouïe, pareil. Dans nos yeux, nous n'avons pas un zoom capable de voir une proie située à 300 mètres comme si elle était à 30 mètres. Sans doute parce que, comme nous avons une intelligence qui permet de dépasser les lacunes de ces sens, eh bien ces sens ont fini par perdre leur finesse et ce n'était pas grave pour la survie de l'être humain. En tout cas, au point de vue des sens, nous ne sommes absolument pas les animaux les plus performants du monde. C'est clair. Donc nous percevons par les sens, et les images que nous avons perçues sont gardées dans une faculté immanente. Si par exemple, mon visage qui est sur le film actuellement, si la personne qui regarde ce film ferme les yeux, elle en a le souvenir rapide, et ce souvenir disparaîtra. Il ne va pas demeurer extrêmement précis longtemps. Eh bien, cette faculté qui se souvient à court terme et qui parfois peut se souvenir à long terme, on l'appelle la mémoire. C'est une mémoire sensible. Elle est une faculté qui est commune avec les animaux. Elle fait donc partie de la vie sensitive. Il faudrait analyser son fonctionnement, mais on pense qu'elle fonctionne un petit peu comme la mémoire des ordinateurs. Ça veut dire qu'il y a une mémoire vive qui sert à se souvenir dans l'instant de quelques données qui vont être effacées. On ne peut pas encombrer notre cerveau de, par exemple, la forme de chaque escalier qu'on a franchi, de chaque visage parmi les milliards de visages humains qu'on a vus. Et puis une mémoire à long terme qui va garder ce qui est important pour notre vie. Donc le visage de sa maman, l'endroit où on a vécu pendant 5 ans, 10 ans, etc. Elle est de se souvenir que cette mémoire fait partie de la vie sensitive parce que son objet, ce sont des images sensibles. En fait, pour comprendre la différence entre la mémoire sensible et la mémoire spirituelle, qui fait partie de la vie intellectuelle, qui est propre à l'homme, il suffit de se souvenir de ce que nous apprenons par cœur. Quand on apprend par cœur, par exemple l'anglais, des mots d'anglais, c'est la mémoire sensible, et ça doit rentrer. Il faut un effort. Si on n'entretient pas cette mémoire, les mots sont oubliés. La mémoire intellectuelle, au contraire, c'est quand on a compris quelque chose, un raisonnement. Par exemple, quand on a compris l'induction de l'âme, que notre être si divers avait forcément une cause de son unité. Quand on l'a compris, on s'en souvient à jamais parce que c'est cohérent intellectuellement. C'est la mémoire intellectuelle. Un animal ne peut pas se souvenir de ça parce qu'il ne comprend pas le raisonnement. Par contre, on pourrait très bien apprendre à un animal des mots d'anglais qu'il ne pourrait pas répéter, il n'a pas l'organe du langage articulé. Mais si on demande à un animal en anglais d'aller chercher peine, un crayon, il va le chercher. Il y a d'autres facultés sensibles. Outre la mémoire, on constate chez les animaux supérieurs une capacité à agencer des images reçues pour en faire de nouvelles. Par exemple, si on apprend à un singe le mot crayon, si on lui apprend les couleurs, jaune, vert, rouge, et qu'on lui demande le crayon rouge, eh bien un singe ira chercher le crayon rouge. Il peut agencer ensemble des choses sensibles. Un singe peut aussi élaborer une sorte de technique de chasse. Quand les chimpanzés partent à la chasse, ils savent très bien qu'ils vont trouver une proie et ils partent ensemble. Ça prouve qu'ils possèdent dans leur tête non seulement le souvenir, mais aussi la capacité d'imaginer la proie
et ils vont aller au bon endroit pour la trouver. Cette faculté s'appelle l'imaginaire. Elle a comme objet des images qui ne sont pas seulement des souvenirs, mais des images qu'on peut agencer entre elles pour en faire de nouvelles. Alors nous, les hommes, nous l'avons aussi, cette faculté imaginaire, évidemment. Puisque, comme je le disais, toutes les facultés qu'ont les animaux, qui nous ont devancés, eh bien, nous les avons héritées. Alors, il y a une autre faculté qui est très importante et qui me permettra de faire une autre leçon un peu plus tard pour distinguer l'intelligence humaine de l'intelligence animale. Cette faculté s'appelle l'estimative. C'est ce qu'on appelle l'intelligence animale. Elle est bien une faculté psychique parce que son objet reste une chose sensible. Par exemple, une proie que les singes doivent attraper. Imaginons par exemple qu'une bande de singes parte à la chasse et qu'il arrive une espèce particulière qui se comporte différemment, qu'ils ne connaissaient pas encore. Eh bien, ils vont expérimenter leur échec. Pourtant, ils chassent en groupe, les chimpanzés. Et la fois suivante, ils vont remédier à leur échec en inventant une nouvelle technique de chasse qui va être plus adaptée et qui va permettre d'attraper cette nouvelle proie qu'ils ne connaissaient pas. Ils ordonnent donc des moyens, des techniques de chasse à une fin, à savoir se nourrir. Eh bien, c'est une forme d'intelligence. Mais comme elle a un objet sensible et qu'elle sert à se nourrir, à se reproduire, à être bien en groupe, eh bien Aristote l'avait appelée l'estimative, pour bien la distinguer de l'intelligence humaine. Il disait, elle leur sert à estimer ce qui est utile ou nuisible pour leur survie, leur reproduction, leur bien-être. Alors cette estimative, nous l'avons en nous. Si par exemple, je prends un enfant de 10 ans qui a simplement regardé des dessins animés à la télévision, que je le mets dans une forêt et qu'il est poursuivi par une meute de chiens qui veulent l'attaquer. Eh bien, il y a deux solutions. Soit cet enfant panique, et s'il panique, ce qui va se mettre en marche, c'est son estimative la plus primitive. Il va courir 100 mètres, il va s'épuiser et il va être attrapé par les chiens. Si par contre, il a pu retenir avec son intelligence des petites leçons qu'il a vues dans des dessins animés à la télévision, alors qu'il n'est jamais allé en forêt comme cela et qu'il n'a jamais encore affronté des chiens, eh bien, il va réfléchir et il va se dire « je ne cours pas, je grimpe à cet arbre ». Eh bien, cette estimative qui est plus puissante, qui lui permet de survivre, Aristote dit qu'elle s'appelle la cogitative. Ça veut dire qu'elle est alliée avec son intelligence qui a gardé quelques trucs en mémoire, mais des trucs plus performants. Pour qu'il arrive à exercer sa cogitative, donc une estimative supérieure, d'animal supérieur, il faut qu'il soit calme. Sinon, il se met en place l'instinct immédiat que les herbivores ont. Ils n'ont que ça, les herbivores. Quand une gazelle est poursuivie par un lion, elle ne grimpe pas aux arbres, elle ne s'arrête pas pour réfléchir, elle n'a qu'une seule technique, la fuite. Et son corps est adapté pour fuir longtemps. Alors que conclure pour ce deuxième degré de vie, dont j'ai décrit quelques facultés, les 5 sens, les passions d'amour, les passions de colère, l'imagination, la mémoire des images, l'estimative. Eh bien, toutes ces facultés ont en commun d'avoir le même objet, à savoir une réalité sensible, qui a été vue, qui a été entendue, bref, que nos sens sont atteints. L'œil ne peut pas voir l'amour d'amitié. L'œil voit de la lumière colorée. C'est son objet. L'amitié dépasse l'œil parce que c'est une notion intellectuelle. Lui, l'œil est un organe matériel, sensible, qui reste donc dans le domaine sensible. De même, la notion d'amour d'amitié dépasse l'estimative animale. Pourquoi? Parce que cette faculté est sensible et que son objet est donc bien une réalité sensible, une proie qu'il faut attraper, une femelle qu'il faut séduire, un groupe avec qui il faut s'entendre, un petit jouet si l'animal est dressé mais qu'il voit.
jamais un animal n'ira, par sa faculté d'estimative, se mettre à réfléchir sur le sens de la vie. Prendre un crâne, comme le faisait Hamlet, et se dire « être ou ne pas être, telle est la question ». Jamais. Parce que ce n'est pas dans sa faculté, dans sa possibilité, lui est borné aux choses concrètes. Les choses concrètes peuvent aller loin. L'animal le plus intelligent, au sens estimatif, qui a existé sur Terre, c'est un animal qui n'existe plus. Je pense que c'est l'Homo habilis. Donc un hominidé fossile qui n'a jamais eu de tombe. Or, créer une tombe, je parle bien d'une vraie tombe avec du matériel religieux, un petit peu de nourriture pour accompagner le mort dans l'autre monde, etc., implique d'avoir une faculté spirituelle. Ça veut dire d'être capable de dépasser le corps présent immédiatement devant soi en pensant qu'il va vivre au-delà de cette terre dans un autre monde, par exemple sous terre. L'Homo habilis donc n'enterrait jamais ses morts, ne faisait jamais de beaux-arts pour exprimer une vie spirituelle, mais il maîtrisait le feu, ce que ne fait plus aucun animal actuellement vivant. S'il pouvait garder du feu, s'il pouvait fabriquer des outils primitifs, donc des pierres grossièrement taillées, dont on a retrouvé des exemplaires, que sans doute il ne mettait pas au bout d'une lance, mais il les lançait sur des proies. C'est donc qu'il était capable, avec son estimative, d'inventer des moyens supérieurs qu'on trouve déjà chez le chimpanzé. Les chimpanzés se servent d'outils. Ils plantent par exemple une baguette dans une termitière pour faire venir les termites et les manger, c'est un délice pour lui. Et il replante sa baguette, c'est bien un outil. L'Homo habilis, l'Homo erectus avait simplement poussé les outils beaucoup plus loin. Mais c'était un animal. Alors, je disais, cette vie sensible a comme objet des réalités sensibles et elle est consciente. Une conscience sensible qu'il ne faut pas confondre avec la conscience spirituelle. La conscience sensible a comme objet une réalité sensible qui est vue, perçue, imaginée, ordonnée par l'estimative, alors que la conscience spirituelle peut avoir comme objet un concept abstrait, comme par exemple la notion d'infini, la notion de sens de la vie, ou même une réalité invisible et spirituelle, comme par exemple la survie de l'esprit après la mort, la question de Dieu, etc. Cela, la vie sensible en est incapable, pour une raison sans doute simple, c'est qu'elle est liée à un organe, le cerveau, qui est matériel. Et donc ce qui est une cause matérielle ne produit qu'un effet qui est matériel. Du coup, Aristote, à son époque, distinguait un troisième degré de vie, qui n'est pas réductible à ce second degré de vie, malgré ce qu'on en dit actuellement en psychologie. Parce que dans son analyse, Aristote avait montré que son objet n'était pas le même, n'était pas justement sensible, était d'ordre spirituel. Et le spirituel pour Aristote, ce qui était donc lié à l'esprit, c'était non seulement les choses abstraites, donc j'ai donné un exemple de choses abstraites, du sensible. Un chien peut déjà abstraire un peu. Par exemple, si je montre à un chien un chat particulier qui est noir, qui s'appelle Minou. Si je lui montre un chat particulier qui est orange, qui s'appelle Minette, eh bien, le chien, au bout d'un certain temps, la notion de chat, il l'a comprise. Ça veut dire qu'au-delà de Minou et Minette, il a fait une abstraction, la notion de chat. Seulement, le concept abstrait de chat, que le chien est capable d'avoir, c'est un concept d'une réalité concrète. Ça veut dire que dans sa tête, il a l'image très concrète d'un animal à quatre pattes qui fait miaou, qui a cette forme-là, cette odeur-là, etc. Ce que le chien ne peut pas abstraire, ne peut pas comprendre comme concept abstrait, ce sont les concepts purement spirituels. Donc par exemple, la notion d'amour d'amitié, la notion d'infini, la notion d'éternité. Je peux dessiner le concept de chat. Je demande à un enfant, dessine-moi un chat, donc quelque chose d'abstrait, puisque ce n'est pas tel chat précis qui lui est concret. Il va le faire. Par contre, je ne peux pas dessiner du tout la notion d'amour d'amitié. Certains disent, mais si, je fais un cœur.
Mais un cœur, ce n'est pas du tout l'amour d'amitié. C'est un symbole. On a dit que c'était le symbole de l'amour. Très bien. Mais sans doute que si je montre un cœur à un chien, il y voit une forme bizarre. En tout cas, il n'y voit pas le concept d'amour d'amitié. Il ne va pas comprendre que ça signifie cela. Donc il faut bien distinguer les deux. Le symbole qui est dans l'imaginaire et qui directement nous dirige vers un concept spirituel, l'amour d'amitié, et le concept lui-même, qu'on ne peut pas du tout dessiner, et donc qu'un animal ne peut pas comprendre. Donc pour Aristote, ce troisième degré de vie a comme première faculté l'intelligence avec son objet particulier qui est spirituel. Mais ce n'est pas la seule faculté pour lui. L'intelligence est capable d'aimer. L'intelligence qui aime. À partir du moment où l'intelligence a compris que telle réalité spirituelle, par exemple une personne, un ami, son épouse par exemple, vaut le coup d'être aimée pour elle-même. Et pas seulement pour l'aspect sensible, c'est-à-dire l'amour passionnel qu'elle apporte, ou le plaisir biologique, mais vraiment pour elle-même comme personne. Alors, on entre dans un amour qu'on va appeler un amour volontaire. Non pas qu'il est volontariste, c'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'on l'aime parce que c'est intelligent d'aimer. On lui veut du bien. Donc cet amour purement spirituel n'est pas du tout sensible en lui-même, même si concrètement on ne peut pas séparer comme ça la sensibilité, l'attraction, etc. Mais en lui-même, il a pour objet la personne elle-même, et c'est ce qui est fabuleux chez l'être humain. Ça veut dire que si par exemple dans le cadre du mariage, l'épouse vieillit, qu'au bout d'un certain temps, la passion sentimentale baisse, eh bien l'amour spirituel, lui, peut grandir. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ensemble des combats, on a eu des enfants ensemble, on s'est disputé, on s'est pardonné, et donc l'intelligence décide que vraiment on n'abandonnera jamais l'autre. On a confiance. On sait qu'on peut avoir confiance, on a constaté les faits. On n'est pas seulement dans l'imaginaire, comme au début des couples, ou parce que l'autre a un beau corps plein de charme, on imagine qu'il est digne de confiance. On est dans les faits. On a vu que la personne véritablement était une personne bien, et on choisit de l'aimer. Eh bien cette capacité d'aimer, parce que l'intelligence l'a compris, elle est propre à l'homme. Elle est au-delà du sensible, c'est bien une faculté spirituelle. L'animal, lui, ne peut pas aimer s'il n'éprouve pas de sentiment. Alors c'est pas facile à démontrer comme cela, parce qu'on constate que des chiens fidèles à leur maître sont capables quelquefois de se laisser mourir quand le maître est mort. Eh bien en fait, les chiens le font, mais les chats le font très rarement. Pourquoi? Parce que c'est selon leur instinct. Les chats sont plutôt des animaux solitaires par nature, et donc ils s'attachent davantage à la maison qu'à la personne. Alors que les chiens, par nature, sont des animaux sociaux, et par nature leur meute est supérieure à leur propre vie. C'est ce qui les équilibre. Ça veut dire que la femelle, le mâle dominant, les petits, les chiens qui servent dans la meute sont prêts à donner leur vie pour défendre cela. Et c'est leur joie, jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes chefs de la meute. Eh bien, quand ces chiens sont transposés dans une famille humaine, si on arrive à recréer ce milieu naturel qui correspond à leur instinct, eh bien, ils donneront leur vie pour leur maître. Seulement, tous les chiens, sans exception, portant cette nature canine, le feront. Donc ils le font parce que c'est leur sentiment naturel. Mais on ne verra jamais un chien s'arrêter et dire « Moi, aujourd'hui, bien que n'éprouvant aucun sentiment pour ma maîtresse qui m'énerve, je vais lui rester fidèle et mourir pour elle. » Ça, c'est le propre de l'amour humain. C'est rare, c'est vrai, que tous les hommes ne passent pas à ce niveau d'amour, et que quelquefois, les chiens étant naturellement ordonnés à cela, on se dit qu'ils sont plus fidèles que les hommes. Mais ce n'est pas pour la même cause. Les chiens par nature, les hommes par choix et par liberté. Donc qu'est-ce qui caractérise cette vie spirituelle, ce troisième degré de vie? Eh bien, c'est de son caractère conscient, certainement, mais pas que d'une conscience sensible.
Cette fois, c'est une conscience spirituelle. Donc on comprend des choses, on ne fait pas que les ressentir. D'autre part, c'est sa liberté. Ça veut dire que la volonté est libre, parce qu'elle est fondée sur l'intelligence, de faire telle ou telle opération. En fait, c'est cette vie spirituelle qui forme des personnes responsables, capables de culpabilité, alors que les animaux, eux, ne sont pas coupables de choses. Ils agissent selon leurs instincts et la façon dont on les a dressés. Cette vie spirituelle est le propre de l'homme, mais je le démontrerai davantage dans d'autres leçons. L'essentiel pour le moment, puisque je parle de l'âme et des 3 degrés de vie, c'est qu'on voit que Aristote avait développé l'être humain en le décrivant selon 3 degrés de perfection. Et que ces 3 degrés, selon lui, étaient tous les 3 intimement notre être. Je ne peux pas dire comme Platon que mon esprit, chose noble, habite dans ce corps dégoûtant. Non, quand je prends un coup de marteau sur le doigt, je sais bien que ce corps, c'est mon être. Il en fait partie absolument intégrante. Donc Aristote n'était pas du tout pour une dichotomie entre l'âme et le corps. Alors qu'est-ce que pour lui l'âme? Et ce que l'Église en fera, parce que ça lui paraît la chose la plus réaliste qui soit. L'âme, c'est le principe et la cause unificatrice de tous ces 3 degrés de vie. C'est elle qui permet à des choses aussi radicalement différentes que le corps biologique, la psychologie animale, la spiritualité, de l'intelligence et de la volonté, de former un seul être complet. Donc l'âme, c'est un petit peu comme la colle, on pourrait dire, de cet être. Le principe unificateur, ça serait quand même tout plus noble comme vocabulaire. Elle a plusieurs effets. D'abord, elle fait exister notre être. Donc elle est notre substance, principe de notre être même. Deuxièmement, elle fait que nous vivons. Être et vivre, pour un homme, ça se ressemble. Seulement, il y a des êtres qui existent et qui ne vivent pas. Le caillou, par exemple. Donc notre âme fait plus que nous faire exister. Elle nous fait vivre, et elle nous fait vivre non seulement une vie végétative, ça sera le cas des plantes qui ont une âme végétative, non seulement une vie sensitive, ce serait le cas des animaux qui, eux, ont une âme animale ou âme psychique, mais qui fait vivre aussi notre vie spirituelle. Et c'est pour cela que notre âme, à nous, êtres humains, est une âme spirituelle. C'est donc une âme d'une toute autre nature que l'âme animale. L'âme animale ne faisant exister chez lui que des facultés corporelles, eh bien cette âme est forcément de la même nature, elle est corporelle. L'âme spirituelle de l'homme faisant exister un degré de vie particulier qui est spirituel, eh bien cette âme, puisque la cause correspond à l'effet, est forcément spirituelle. Donc nous nous poserons après la question, éventuellement de sa survie, puisqu'elle a quelque chose qui dépasse le côté matériel. Mais pour le moment, et pour terminer cette 3e leçon, donc je vais résumer par une question de vocabulaire, pour que les choses soient bien nettes et permettent à celui qui, par exemple, veut lire la somme théologique de saint Thomas d'Aquin de bien comprendre ce qu'il veut dire. Donc, il y a finalement 4 mots. Il y a l'âme, il y a le corps, il y a le psychisme et il y a l'esprit. L'âme, c'est donc le principe unificateur de tout notre être. Le corps correspondrait à ce qu'on appelle la partie végétative, qu'on peut toucher. Elle est faite de cellules, elle est chimique. Le psychisme, terme pas très bien choisi, mais disons qui est moderne, disons la vie sensitive. On va l'identifier. Psychisme, vie sensitive, c'est la même chose, puisque c'est ce qu'on appelle maintenant le psychisme. Eh bien, c'est ce qui correspond à notre vie sensible. Elle est commune avec les animaux, elle est source de désirs sensibles, plaisir, etc. Et enfin, l'esprit, c'est ce qui est le propre de l'homme, c'est son intelligence, capable de comprendre des choses abstraites, spirituelles, et c'est sa volonté libre. Alors il faut faire remarquer la chose suivante maintenant.
D'abord que cette philosophie, en 3 degrés de vie, unifiée par une âme, eh bien, il n'y a pas qu'Aristote qui l'a découverte. On doit pouvoir dire qu'elle correspond vraiment à la réalité parce qu'on la trouve un peu partout dans le monde. L'une des civilisations les plus anciennes qui l'avait découverte, c'était la civilisation de l'Égypte antique. L'Égypte antique distinguait le corps, c'était la momie après la mort, qu'il fallait absolument préserver, sinon les 2 autres degrés de vie, le bas et le ka, donc le bas, le double psychique, qui d'ailleurs pour les Égyptiens sortait du corps comme un fantôme, et pouvait voir, entendre, tourner autour de son cadavre. Et le ka, ça veut dire l'esprit, que les Égyptiens anciens représentaient comme un oiseau portant la tête du mort, qui était sa compréhension des choses, donc son esprit. Et bien selon ces Égyptiens anciens, l'être humain complet était fait de ces 3 degrés de vie. Ils n'avaient pas vraiment conceptualisé la notion d'âme, principe de toute cette vie qui l'unifiait. Pour eux, dans leur façon de voir, il fallait absolument que le corps, la momie palpable, soit préservé, sinon le bas et le ka disparaissaient. Donc évidemment, c'était une philosophie ancienne, primitive. N'empêche que, se fondant sur l'expérience du réel, ils avaient bien constaté cela. Chez les bouddhistes, on avait la même chose. Alors, on parlait du corps physique, donc qui correspond à la vie végétative, du corps psychique, ou corps astral, qui correspondait à la vie sensitive, qui était aussi pour eux capable de sortir du corps au moment de la mort, sous forme d'un double, et enfin du corps mental, qui correspondrait à l'esprit, tel qu'Aristote en philosophie occidentale l'avait découvert. Les orientaux s'étaient plus penchés sur la nature, la structure de ces corps. Peut-être qu'avec des espèces de facultés paranormales, leur technique de concentration, ils voyaient de quelle manière il était structuré. Les occidentaux, comme Aristote, lui, les avaient découverts par l'analyse de leur objet, en montrant que la vie végétale était inconsciente, la vie sensitive avait une conscience sensible, et la vie spirituelle une conscience spirituelle. Mais on arrivait au même résultat. Et puis récemment, grâce aux apports des expériences de mort approchée, les NDE, qui sont des expériences philosophiques. Je veux dire par là que ce n'est pas de la théologie. Des gens prétendent avoir des arrêts cardiaques, enfin non, ça ils ne le prétendent pas, ils l'ont vraiment, mais prétendent que lors de leur arrêt cardiaque, ils ont constaté des choses. Ils ont constaté que alors que leur corps biologique était en arrêt cardiaque complet, le cerveau arrêté, les yeux révulsés, eh bien, ils sortaient de leur corps avec un double. Ils voyaient, ils entendaient. Ils déclaraient même qu'ils pouvaient lire, quand ils étaient aveugles de naissance, le nom de l'infirmière sur l'étiquette qu'elle portait, sur le badge qu'elle portait sur sa poitrine. On a des tas de récits comme cela qui ont été relevés dès les années 70 et qui semblent être vérifiables, au moins pour cette première phase, de manière par mode de témoignage, c'est-à-dire qu'il suffit de confronter le témoignage de ceux qui ont eu des NDE avec la réalité de ce qui s'est vraiment passé dans la pièce autour d'eux. Eh bien, ces expériences semblaient indiquer effectivement que ce qui meurt, c'est le corps biologique. Mais il semblerait que ce corps biologique fabrique une vie psychique qui est liée à un corps particulier fait d'une matière qu'on ne connaît pas encore, une matière psychique. On pourrait dire cela. En tout cas, en science, je n'en ai jamais entendu parler, sauf quelques intuitions de personnes qui sont plutôt philosophes et qui cherchent à comprendre ces phénomènes-là. Et ce corps psychique survivrait à la mort du corps biologique. Il y survivrait pas comme les Égyptiens le pensaient, pas uniquement en se nourrissant du corps et de la momie, mais il survivrait par lui-même. Et il emporterait avec lui la pensée profonde, puisque les morts disaient qu'ils comprenaient ce qui leur arrivait, ils voyaient bien qu'ils étaient morts, donc leur intelligence, leur volonté, leur souvenir étaient bien là, leur souvenir spirituel. Donc ça voudrait dire que
les 3 degrés de vie, de plus en plus, semblent universels. Il y a quelque chose qui semble toucher vraiment à la réalité. Et c'est vrai que l'Église catholique, par exemple, qui a une pensée réaliste, ça veut dire qui pense que le domaine de la philosophie réaliste doit être assumé entièrement. La théologie ne pouvant s'appuyer que sur des choses comme cela. Eh bien, elle a fait sienne cette pensée-là. Et on voit bien que ce n'est pas le dualisme âme-corps, c'est une unité d'être. L'être humain est totalement comme cela. Et l'Église catholique ainsi que les églises protestantes vont jusqu'à dire que la résurrection de la chair est nécessaire parce que le corps, s'il meurt, il fait partie de l'être humain complet. Donc, comme je le disais, rien à voir avec la pensée de Platon qui sépare l'âme et le corps. Et on voit bien que dans le vocabulaire, âme, corps, psychisme, esprit, c'est-à-dire 4 distinctions, c'est beaucoup plus réaliste que âme et corps.